Salut tout le monde et bienvenue pour cette FAQ des 5000 abonnés. Oui, j'ai pris du temps. Petite FAQ parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et que j'ai quand même des choses à vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines questions de toute façon vont m'amener à vous raconter un peu la suite de la chaîne, ce genre de choses. Parce que vous avez peut-être remarqué que les critiques à chaud, je fais ça un peu moins, que je suis un peu moins productif et je dois dire que ça me fait du bien. Parce qu'à un moment, j'étais dans une sorte de productivité à la chaîne et ça n'avait pas d'intérêt. Bref, je ne vais pas développer là-dessus tout de suite parce que je sais qu'il y a des questions qui concernent le futur de la chaîne, les projets, etc. Donc on passe tout de suite aux questions. Je vous ai posé des questions sur Twitter, sur l'onglet communauté YouTube et j'ai fait une petite vidéo YouTube vite fait pour informer les gens. J'ai pas fait sur Instagram et d'autres réseaux sociaux que je ne citerai pas parce que je ne veux pas que vous sachiez trop quel nouveau réseau je teste. Je vous laisserai chercher, voilà. Quels sont les films que tu attends le plus cette année? Mandibule, que je vais voir dès le 19 mai, Kaamelott et puis c'est tout je crois. Vraiment, j'ai pas trop d'attentes. En fait, je ne sais plus où on en est au niveau du calendrier. C'est un tel bordel que je ne sais plus ce qui doit sortir. Tom et Jerry, est-ce que finalement il est sorti en VOD chez nous? Parce que s'il n'est pas sorti en VOD, ça m'intéresse d'aller le voir en salle, même si je suis pas sûr que ce soit un film exceptionnel. C'est pas vraiment une attente, mais j'ai pas vraiment de film où je me dis ah ouais non mais cette année je le veux. Si Batman sort en 2021, oui clairement, grosse attente pour cette année. Mais je crois que c'est 2022, je ne sais plus les dates, c'est ça le problème. Retenez Kaamelott, c'est le principal. De toute façon, ça fait au moins 10 ans qu'on l'attend celui-là. Quel est ton comics préféré, mais aussi le pire? J'ai pas vraiment de comics préférés, j'ai pas tendance à les relire très souvent. Mais c'est vrai que, bon, s'il y en a deux que je peux citer, il y a notamment le Superman Red Son de Mark Millar. Vraiment celui-là, je l'ai lu et relu. Et puis le Joker de Azzarello et Lee Bermejo. Que j'ai fait signer, je vous rappelle, vidéo du Comic Con, il suffit d'aller voir. Et le pire, putain, j'en ai lu en ce moment, parce que je m'intéresse pas mal à ce qui est adapté du cinéma en version comics. Par exemple, il y a le Alien Xénologie, donc c'est un recueil de plusieurs petites histoires. Je ne le conseille pas du tout, parce que les histoires sont chiantes. Les dessins sont cool, mais pas tous. Mais c'est vrai que c'est plutôt chiant. Récemment, j'ai lu Secret War, scénario de Brian Bendis, et je dois dire que heureusement qu'il y a Del Auto pour le dessin, parce que Brian Bendis a certainement balancé le pire scénario que j'ai pu lire depuis très longtemps. C'est une purge, il ne raconte rien, le machin il est épais comme ça, et tu te dis mais quoi? Pourquoi? Tu me racontes rien en fait là. Mais les dessins, ils sont jolis. Toujours Shredder Ranger Vert qui nous demande, pour rester dans les comics, la meilleure adaptation sur grand écran. C'est compliqué. Surtout qu'au niveau comics, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais vraiment une adaptation d'un comics en lui-même. C'est toujours des petits trucs qui ont été piochés par-ci par-là. Putain, c'est chaud parce que, bon, je vais peut-être en donner 3, mais c'est vrai que le Spider-Man 2 de Sam Raimi, The Dark Knight, et peut-être BVS quand même, Batman v Superman, tu vois, peut-être. Mais il y a des très bonnes adaptations de comics. Kick-Ass, putain, tu vois, par exemple, Kick-Ass, c'est une tuerie. Kick-Ass, il y en a beaucoup trop en fait. Et j'arrive pas à t'en choisir un. Xelpi qui demande quels sont tes 3 réalisateurs préférés. Là encore, j'ai pas vraiment de réalisateur préféré. Alors oui, évidemment, Zack Snyder, c'est quand même un réalisateur qui m'intéresse. Stallone, c'est un réalisateur qui m'intéresse. Mais est-ce que c'est l'auteur en lui-même qui m'intéresse plus que la réal? Parce qu'en fin de compte, Stallone en tant que réalisateur, c'est pas non plus un monstre de cinéma. Mais c'est vrai qu'il sait écrire ses histoires. Il a une vision d'auteur, il sait ce qu'il doit raconter. Et donc, ouais, bon, Snyder, Stallone, c'était évident. Mais quel vraiment réalisateur? J'en ai plein, du Joe Dante, du Zemeckis, j'ai pas encore vu tous leurs films, mais c'est quand même des réalisateurs où je peux me lancer facilement. Mais par exemple, un Peter Jackson, un Sam Raimi, voilà, c'est ces mecs qui ont fait du cinéma de genre, qui ont vraiment mis la main à la pâte,
et qui ont clairement leur identité, c'est ce genre de personnes que j'aime. En France, mon top 3, c'est peut-être Albert Dupontel, Michel Hazanavicius, et puis Mister Oiseau, quoi, donc Quentin Dupieux. Xelpi qui demande « Qu'aimes-tu chez Zack Snyder ?» Alors là, je pense que j'ai pas besoin de la FAQ pour vous dire ce que j'aime chez lui. J'ai tellement de vidéos sur Zack Snyder que je peux vous conseiller d'aller voir, voilà, je vous les mets, vous avez les petites images, les petites vignettes. Allez voir ces vidéos-là, allez voir les lives auxquels je participe. Vous saurez vraiment ce que j'aime chez Snyder, ça sert à rien d'utiliser la FAQ pour le dire, quoi. The Darkest Night qui demande « Quel est le dessin animé et la série animée la plus incontournable culte pour toi ?» Alors là, oui, clairement, la question ne se pose même pas, c'est la série Batman de 1992. Il y a vraiment tout dedans. Le dessin, la manière de gérer l'obscurité, les scénarios qui sont très intéressants et qui ne s'adressent pas qu'aux enfants et qui même parfois sont assez creepy pour les enfants, tu vois. Je me rappelle toujours de cet épisode où t'as Poison Ivy qui est libérée de prison, qui a une petite famille et tout. On n'est pas loin de l'invasion des profanateurs de sépultures. Enfin, tu vois, c'est assez glauque, quoi. Il y a des épisodes qui sont ultra malsains. Donc oui, sans hésiter, la série Batman de 1992. Toujours The Darkest Night qui dit « Si tu devais adapter un super-héros, une super-héroïne, ou équipe de super-héros sur grand écran et en dessin animé, avec laquelle serais-tu le plus à l'aise ?» En fait, c'est pas vraiment un super-héros que j'aimerais voir adapté, mais vraiment des univers. Par exemple, le Superman Red Son, je rêve de le voir un jour en salle. Un Marvel zombie, je prendrais un pied pas possible. Évidemment, ça n'arrivera jamais parce que Disney, on va rire quand Blade va arriver dans le MCU, youpi. Donc oui, pas vraiment un super-héros, ou alors peut-être en fait que j'aimerais bien voir la team Excalibur, voilà, avec Captain Britain. Ça, c'est un truc que je kifferais bien. Et plus particulièrement une histoire qui est vraiment cool où il rencontre Merlin et il retourne dans le passé. Vraiment, c'est un délire médiéval avec Captain Britain qui va porter Excalibur et tout. Ça, c'est une histoire vraiment ouf. Voilà, c'est cette histoire que j'aimerais bien voir. Ça, c'est le feu. Et je l'ai lu et relu quand j'étais au lycée. Et vraiment, c'est un pur kiff. À la fois entre le super-héros et le médiéval. Christophe qui demande « Penses-tu que le cinéma c'était mieux avant ?» Non, je ne pense pas que le cinéma était mieux avant. En fait, je pense que les gens ont tendance à se dire que c'était mieux avant parce qu'ils sont en train de fantasmer une époque alors qu'en fait, clairement, des films de merde dans les années 2000, 90, 80, 70, il y en avait autant que les bons films. Mais qu'est-ce qu'on va retenir finalement dans l'histoire du cinéma? On va retenir les meilleurs. Mais putain, tu vois, le cinéma français, quand on nous dit « Oui, aujourd'hui, la comédie française, c'est que de la merde », je suis désolé, allez jeter un œil dans les années 70-80, allez jeter un œil du côté de films comme Le Führer en folie, ou encore les Gauloises blondes, voilà. Il y a plein de films français qui sont nuls à chier, et qu'on a tous oubliés. Et ça vaut pour les Américains, ça vaut pour le cinéma anglais. Il y a plein de films comme ça où c'était de la daube, mais seulement on s'idéalise, voilà, une époque, les années 80. Alors oui, parfois, c'est vrai que quand tu prends l'année 1982, oui, il y a eu des grosses tueries, quoi, sur toute l'année 82. Mais regardez tout ce qui a été produit dans les décennies précédentes et vous verrez que non, le cinéma, ce n'était pas mieux avant. Après, peut-être que la manière de produire, la manière de faire les choses, la manière de créer des personnages, peut-être que oui, c'était mieux avant. Certains vont préférer le CGI, certains vont préférer le stop motion, l'animatronique, enfin vraiment le practical effect. Moi je pense qu'il faut par exemple mélanger les deux, savoir mélanger les deux. C'est ce que fait très bien Jurassic Park et je pense que ça se perd et c'est dommage. Maintenant on fait vraiment que du CGI. Donc il y a des choses qui n'étaient pas, il y a peut-être des choses qui étaient mieux avant. Je pense au doublage aussi, le doublage en France. J'entends des échos par-ci par-là, clairement c'est moins bien qu'avant, que ce soit pour travailler, l'ambiance en elle-même, le temps qu'on te donne pour doubler un film entier, 1 ou 2 jours pour que les 2 acteurs principaux doublent l'entièreté de leur personnage. Je vous dirai pas quel film c'est, mais c'est vrai. Donc non, en soi, je pense pas que c'était mieux avant.
Projet Ventilo, abonnez-vous à sa chaîne Projet Ventilo, il a une super chaîne. Et donc il nous demande, selon toi, quels seraient les points à améliorer sur ta chaîne? Ouais, je pose des questions tordues moi. Et ben elle est pas si tordue parce que je me remets beaucoup en question ces derniers mois. L'une des choses que j'aimerais améliorer vraiment, c'est ma technique. Notamment la technique pour mieux savoir gérer ma caméra parce que je sais qu'elle est capable de faire des choses. Et moi je suis une grosse quiche avec ma caméra, je suis une grosse quiche en éclairage. Par exemple, j'ai du grain constamment sur mes vidéos, je fais tout pour éviter le grain et pourtant ça reste constamment et ça me saoule parce que bon, évidemment, là je le reconnais, j'ai des lacunes à ce niveau-là et j'aimerais bien trouver le temps, prendre le temps de m'attarder un peu sur la technique, de comprendre un peu mieux ce que j'ai comme appareil en fait, ce que j'ai comme matos. Après, j'aimerais améliorer mes vues. Oui, c'est évident ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais un peu mieux fidéliser mon audience. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de parler que de super-héros, que de blockbusters. Parce qu'en fait, faut savoir que il y a encore 3-4 ans, je parlais principalement que de super-héros. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler de films un peu moins connus. Pour qu'en fait, les gens aient la curiosité d'aller vers ça. Et en fait, les vidéos super-héros, les vidéos où je sais que ça va faire des vues, c'est pour permettre aussi derrière de pouvoir parler de petits films qui eux ne feront pas de vues clairement, mais au moins je me dis qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui aura découvert ce film, qui n'a pas l'habitude d'être confronté à ce genre de film et donc ça, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est un peu rageant. C'est aussi rageant quand par exemple je fais une vidéo sur Pleasantville, que je me casse le cul vraiment au niveau du montage, au niveau de l'écriture, hein. Pareil avec ma vidéo sur Stallone, je pensais qu'elle ferait plus de vues et elle a plutôt floppé hein, finalement vu le travail que ça a demandé. Et puis je travaille comme un dingue sur ce genre de vidéo. Et puis par contre quand je veux faire une critique à l'arrache, que les gens appellent critique à chaud, mais je le répète, ce sont des critiques à l'arrache parce que c'est fait à l'arrache. Ça me prend 3 heures pas plus à faire. Et ça, parfois je tape dans les 2000, 3000 vues parce que c'est la nouvelle tendance Netflix. Donc je tape de la vue là-dessus. Mais d'un autre côté, bon, je suis pas spécialement vraiment fier de la vidéo. C'est-à-dire que jamais, quand on me demande ce que je fais sur YouTube, jamais je ne renvoie sur les critiques à l'arrache. Évidemment, c'est pas représentatif de ce que je peux proposer en fait. Donc je me remets en question, j'essaye d'améliorer le côté faire des vues mais en même temps proposer du contenu intéressant. Et d'ailleurs le Cinéma d'Emdale pose une question assez similaire, c'est comment vois-tu le futur de ta chaîne? Comptes-tu prendre une ligne éditoriale spécifique ou non? Donc oui, le futur de la chaîne, c'est essayer de ramener plus d'abonnés, évidemment, de fidéliser un peu plus de personnes, mais sans perdre de vue ce que j'ai perdu de vue pendant quelques mois, c'est-à-dire sans perdre de vue la qualité. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que je faisais vraiment du travail à la chaîne. Il n'y avait rien d'artistique. Et encore, je me dis pas artiste, mais je veux dire, c'était mécanique. Je regarde une série, je regarde un film, clac, j'allume la caméra, blablabla, blablabla, pouf, terminé, clac, clac, je dérush, clac, clac, je fais les raccords, pouf, allez, on publie. Et ça, je veux plus, en fait. Évidemment, je vais continuer, mais je ne veux plus faire que ça. Parce qu'à un moment, oui, je me suis rendu compte pendant, je crois que pendant 1 ou 2 mois, je faisais quasiment plus que ça. Et je me suis dit, mais en fait, ok, je sors 2 ou 3 vidéos par semaine, je suis productif, machin. Mais est-ce que c'est intéressant d'être productif quand ce que tu proposes, finalement, tu n'en es pas spécialement fier? C'est juste mettre des mots sur un film que tu as vu, mais dans la forme, je trouve pas que ce soit pertinent en fait. J'aime bien que la forme soit pertinente avec le fond. C'est notamment pour ça, par exemple, que les critiques critiquables, je ne ferai plus que des films qui sont mauvais ou qui sont pas terribles. Parce qu'en fait, je suis beaucoup plus balèze dans les critiques critiquables, et ça, je l'ai remarqué depuis des années, mais j'avais jamais osé finalement rester là-dessus. Mais j'ai toujours remarqué que j'étais plus fort pour dézinguer un film en critique critiquable que pour en dire du bien. Ma critique critiquable sur Logan, par exemple, ou sur Star Wars 8. Ok, elles sont cool, j'en suis content, mais il manque ce truc de où il y a de la punchline, où ça percute, où le montage, je suis inspiré à chaque fois, parce que oui, il y a des trucs drôles à faire quand le film est mauvais. Et donc oui, je pense que les critiques critiquables, maintenant, ce ne sera plus que des mauvais films. C'est pour ça que dernièrement, il y a eu Wonder Woman 84,
et Godzilla vs Kong, parce que là, clairement, je pouvais m'éclater sur l'écriture, tellement il y avait des choses à dire dessus. Et pour la ligne éditoriale, bah non, pas vraiment. En fait, j'en vois pas l'intérêt, c'est-à-dire que moi, mon truc, ça reste quand même le super-héros, le film musclé, le film bodybuildé. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé durant mes années universitaires. Le problème, c'est que des mecs qui ont une ligne éditoriale où ils parlent que de super-héros à longueur de temps, c'est pas ce qui manque. Voilà. Donc moi, j'essaye de parler un peu de tout. Et puis bah, si je parlais que de super-héros, oh là là, mais je souffrirais. Parce qu'il y a des trucs de super-héros, j'en parle même pas sur la chaîne. Alors qu'à une époque, dès qu'un truc de super-héros sortait, j'en parlais. Parce que il fallait que j'en parle, il fallait que les gens ils regardent cette vidéo parce que je savais qu'ils allaient aimer, machin. Mais attends, je me fais même plus chier. Il y a un film Thunderbolts ou je sais plus quoi, non, ça c'est des comics Marvel je crois. Mais deux meufs là sur Netflix avec Melissa McCarthy je crois, un truc comme ça. Ce film a l'air nul à chier. À une époque, je me serais emmerdé à le regarder pour en faire une vidéo. Et puis même sans en faire une vidéo, parce que bah, dès qu'il y a un truc de super-héros, je vous dis, je le regarde. Maintenant, bah voilà, Jupiter's Legacy, j'ai regardé 2 épisodes, ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté. Je pense que je commence à être blasé du super-héros, mais du super-héros à la chaîne. C'est ça en fait. Si tu me proposes un truc comme le Snyder Cut, où là il y a vraiment la vision d'un auteur, alors t'aimes ou t'aimes pas, évidemment, hein, je remets pas ça en cause, mais là il y a la vision d'un auteur quand même. Jupiter's Legacy, ce truc-là, enfin ces 2 trucs-là sur Netflix, finalement c'est que c'est des produits, c'est des vulgaires produits de merde. Donc oui, non, pas de ligne éditoriale. Je vais m'axer un peu plus sur l'analyse et le sel. Voilà, c'est ça ma ligne éditoriale en fait. Tom Pico qui dit « Attends-tu avec impatience les réouvertures de cinéma et quel film attends-tu? Quel film iras-tu voir quand les cinémas vont rouvrir? Et penses-tu que tu aurais fait un meilleur film Wonder Woman 84 que celui de Patty Jenkins ?» Très impatient pour la réouverture des cinémas, ça a été annoncé le 19 mai. Donc là, je suis plutôt au taquet. Le premier film que j'irai voir, c'est Mandibule. La question ne se pose même pas. Oui, bizarrement, j'attends sa sortie en salle, moi. Voilà. Et on va pas se le cacher, non, je n'aurais pas fait un meilleur film Wonder Woman 84 que Patty Jenkins, parce que je n'ai pas les compétences, faut bien le reconnaître. Par contre, à Hollywood, il y a des gens qui sont plus compétents que Patty Jenkins. Et c'est ces gens-là qu'il faut embaucher. La réalisatrice de Point Break, des mineurs et tout, à chaque fois, j'oublie son nom. Et à chaque fois, on me le rappelle, et à chaque fois, j'oublie. Et bien cette réalisatrice-là, sur un Wonder Woman, mais putain, je dis oui direct. Une Lexi Alexander, qui a fait Green Street Hooligans, ou qui a fait aussi le Punisher Warzone. Sur un Wonder Woman 84, mais vas-y meuf, vas-y, y a pas de problème. Et donc voilà, il n'y a pas de t'aimes pas parce que c'est réalisé par une femme. Non, j'aime pas parce que c'est réalisé par une meuf qui n'a aucun talent, tout simplement. Patty Jenkins, c'est une yes girl, c'est tout. Les chroniques CineVO2 qui me demandent, vas-tu faire de l'ASMR? Au moment où j'ai dit ASMR, ma lumière s'est arrêtée. Est-ce qu'il faudrait pas y voir un signe? Slash HLD qui pose une question que je trouve plutôt pertinente. Ne trouves-tu pas que la domination du MCU dans le cinéma actuel est toxique? Et ensuite, il demande « Chaque film et ou série ne correspondant pas aux critères de l'univers partagé est rejeté ?» Point d'interrogation. La deuxième, j'ai pas trop bien compris. Est-ce que tu veux dire que à partir du moment où ça correspond pas au truc habituel de chez Marvel, on ne fait pas le film? Si c'est ça, faut quand même savoir que Edgar Wright a été viré de son projet Ant-Man parce qu'il n'était pas en accord avec le studio. Lui, il voulait un peu plus développer le scénario, le studio a dit non. Scott Derrickson, j'ai pas trop bien compris pourquoi, mais ils l'ont viré parce qu'ils étaient en désaccord artistique. Donc oui, je pense qu'à partir du moment où ça rentre pas dans le moule, c'est rejeté. Sauf quand c'est un projet dans lequel ils croient pas, comme les Gardiens de la Galaxie, où là ils filent le machin à James Gunn, ils disent de toute façon, on sait pas trop quoi en faire, tu te démerdes, on verra ce que ça donne. Puis bah en fait il s'est avéré que ça a marché et donc du coup bah maintenant ils vont brider James Gunn encore plus parce que bah c'est un bébé maintenant, tu vois, c'est leur bébé les Gardiens de la Galaxie. J'espère avoir bien compris la question. Et donc la domination du MCU dans le cinéma actuel est-elle toxique? Clairement, mais clairement, ça se voit partout. C'est-à-dire que la formule Marvel Studios est appliquée partout. Le Godzilla vs Kong, c'est exactement ça.
Quand t'as Kong qui se gratte le cul, c'est du MCU. Quand t'as les blagues à la con avec le mec là qui est complotiste et tout, qui fait des blagues tout le long, avec le gamin un peu blasé qui fait des blagues aussi, c'est du Marvel Studios, c'est toxique parce que tout le monde se calque sur Marvel et du coup il n'y a plus aucune originalité. Mais on peut peut-être voir quelque chose d'autre au-delà de l'aspect toxique, c'est que à force, certains studios vont se dire ok, Marvel sa formule c'est ça, et nous on va proposer autre chose. Parce que là, même Jupiter's Legacy, dans la manière dont c'est filmé, on dirait un film du MCU avec la caméra qui tremble et tout, moi j'en peux plus. Je suis intoxiqué. Voilà pour les questions sur l'onglet communauté YouTube. Alors, sur Twitter, Cinématips qui demande comment peut-on être aussi salé et adorable à la fois. Alors, salé, oui, clairement. Adorable, peut-être. Non, en vrai, c'est vrai que je peux être salé, mais je suis pas spécialement méchant. C'est juste que quand il y a des cons, je le dis, en fait. Ça, c'est un truc qui n'existe pas, en fait, dans ce milieu. C'est-à-dire qu'on est quand même... Il y a une belle bande d'hypocrites, en fait. Et du coup, ça fait un peu chier quand tu balances des trucs aux gens parce que tu le penses et que, globalement, ce sont des faits. Hein, on a les preuves. Donc oui, j'ai tendance à me taper une réputation de gros connard. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très sympathique. Il y a des gens qui viennent me parler en MP, qui ont besoin parfois de conseils ou quoi. Je prends le temps. Je prends le temps de mettre en avant des gens. Enfin, c'est compliqué d'allier les deux. Mais oui, je sais que je me fais une image de connard, mais en soi, je me bats les couilles parce que je sais ce que je suis. Et donc, ouais. C'était pas vraiment la question. Elle n'était pas tournée comme ça, cette question, mais voilà la réponse que j'en fais. El Draghi. Que penses-tu de la reproduction des crevettes rosées en Patagonie équatoriale? Je m'en bats les couilles. Bon, j'ai que des questions trolls. On a Nightmare Chronique Cinéma qui demande on mange quoi ce soir? Allez, des questions plus sérieuses. Toujours Nightmare Chronique Cinéma qui demande My Hero Academia ou One Punch Man. J'ai toujours pas regardé My Hero Academia. Academia. Donc j'ai toujours pas regardé et j'ai regardé la première saison de One Punch Man, donc du coup je peux pas trop comparer. Ensuite il nous demande, t'étais au courant qu'il existait une série Blade qui faisait suite à la trilogie? C'est une série live action je crois. Je sais, parce que j'ai... Ouais, c'est ça. Blade a eu sa série live action et Spawn a eu sa série animée. Ou l'inverse. Oh je sais plus. Mais je sais que ça existe, mais c'est juste que je ne l'ai jamais vu. Et c'est une galère à trouver. Je crois que toi, tu l'as d'ailleurs, non? Donc oui, je connaissais, mais je peux rien en dire. C'est quoi tes Disney préférés? Pourquoi on me demande mes Disney préférés? Bon, alors on va plus parler de Pixar, donc globalement tous les Pixar en fait. Enfin, globalement. Ces dernières années, c'est un film sur deux que je trouve intéressant. Mais c'est vrai que les Toy Story, je suis fou. À part peut-être le Toy Story 2, je suis un peu moins intéressé que sur le 1, 3 et 4. Après en Disney classique, y en a plein, hein, mais c'est juste que je les revois pas. Mais c'est vrai que Tarzan, Aladdin, Le Roi Lion, enfin, moi je suis très période années 90 en fait, parce que c'est ma génération. Mais bon, les années 80, elles étaient un peu mortes hein, pour Disney. Et sinon, en film live, le Dumbo de Burton, moi je le trouve sympa. On va essayer de trouver un film qui n'est pas un remake de chez Disney. Il y a une comédie qui est vraiment sympa. Alors, avec mes yeux d'enfant, parce que je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est mon martien préféré ou un truc comme ça. Et donc il y a Christopher Lloyd qui joue un martien qui débarque sur Terre, c'est assez rigolo. J'ai pas vraiment d'idée qui me vient en tête. Évidemment les gens vont te citer Pirates des Caraïbes et tout, mais moi c'est vrai que Pirates des Caraïbes, je l'ai pas revu depuis 10 ans je crois, et je conçois que ce sont des très bons films, mais enfin pas tous, mais je m'extasie pas dessus.
Et c'est vrai que ouais, en fait, en Disney Live, j'ai rien qui me vient en tête là, qui soit exceptionnel. Il faudrait peut-être aussi que je m'attarde quand même sur 20 milieux, 20 milieux sous les mers par exemple. Mais ouais, non, j'ai pas de... Ou alors, ça se trouve, je me rappelle plus que ça a été fait par Disney, mais j'aime bien, donc je sais pas. Je sais pas en live. C'est quand que tu viens faire un tour en Bretagne? Waouh, la dernière fois que je suis venu en Bretagne, c'était pendant le Festival de l'Orient. Je me rappelle pas de tout. Autant te dire que j'ai vu un mec, je me rappelle d'un gars qui était carrément sous une table à 4 pattes au téléphone. Ça, c'est un truc que je me rappelle. Je me rappelle aussi avoir fait des roulades dans la rue. Bon, c'était à Riantec, hein, c'est vraiment le bled paumé. Et pour aller à Lorient, il fallait que tu prennes les bateaux catamarans, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bah, je sais pas, tu m'invites? Enfin, pas pour l'instant, hein. Pour l'instant, on reste chez soi, hein. Et je vais pas venir en ce moment parce que bon, déjà, les Parisiens vous cassent assez les couilles en venant en Bretagne dans leur résidence secondaire. C'est pas pour que je vienne me ramener aussi, quoi. Beaumasque, abonnez-vous à sa chaîne aussi. On a fait une petite vidéo ensemble il y a pas longtemps. D'ailleurs, il y en a plein, j'ai pas dit, mais abonnez-vous à leur chaîne aussi, hein. Nightmare Chronique Ciné, pareil, vous pouvez y aller. Beaumasque, clairement, il faut y aller. Qui demande quelle est la saga que tu voudrais découvrir. La saga Hellraiser peut-être, et Fantasme, parce que c'est deux coffrets que j'ai et je les ai toujours pas, j'ai toujours pas commencé. Peut-être les Vendredi 13, parce que je n'ai jamais vu un Vendredi 13 à part Freddy contre Jason. Mais les sagas, en fait, je pense que globalement, je les ai vus en fait. Donc il n'y en a pas beaucoup que je dois découvrir. Si tu pouvais supprimer une chaîne YouTube. Alors, si on exclut le YouTube ciné, parce qu'évidemment le YouTube ciné, il y en a une, je veux supprimer direct, mais pour ce qui est vraiment de tout YouTube, bah, je pense que... Alors j'en ai pas une vraiment, je sais même pas si elle existe encore d'ailleurs celle-là, genre une chaîne comme Studio Bubble Tea en fait. Des chaînes où c'est des gamins qui disent ouais on s'amuse, mais en fait bon... Quand tu vois le débit de sortie de vidéos sur ce genre de chaîne, tu te dis que à mon avis les gamins, c'est parce que les parents leur font croire qu'en fait ils s'amusent, mais bah, on n'est pas loin du travail de mineur quoi. C'est même ça en fait, tu fais travailler un enfant, et puis l'argent ne va pas dans sa poche au gamin, donc après on sait même pas ce qu'ils font les parents avec. Donc ce serait plutôt une chaîne comme ça, j'en ai pas une en tête, alors Swan the Voice et compagnie, hein, ça c'est les mêmes, hein. Neo et Swan, voilà, ça clairement, Studio Bubble Tea, Neo et Swan, enfin, toutes ces chaînes-là, je sais pas par laquelle commencer, mais voilà. Et je pense que YouTube, d'ailleurs, c'est son boulot d'interdire ce genre de chaîne, hein. Je sais pas ce que fout YouTube, bouge ton cul YouTube, et puis bah, le YouTube ciné, est-ce que j'ai vraiment besoin de donner une chaîne? On la connaît la chaîne, on la connaît. Ouais, elle est jolie mon fond bleu. Et j'ai pas mon mur en bleu. Super. Beaumasque, qui demande toujours pour ou contre un remake de la trilogie Star Wars. J'en vois pas l'utilité en fait. Et en fait, j'arrête pas de me dire qu'en soi, George Lucas a déjà fait du remake de sa propre trilogie, dans le sens où il a tellement modifié de trucs que moi j'ai la guerre des étoiles et le retour du Jedi en laserdisc. Donc avant les CGI, donc j'ai découvert vraiment à quoi ça ressemblait avant, et le nombre de retouches est tellement ouf que bah, en fait on est déjà pas loin du remake. Mais disons que je suis pas spécialement pour, mais est-ce que je serais contre? Je pense que je serais contre dans le sens où niquez vos mères, il y a déjà un lore tellement extraordinaire dans Star Wars. Disney a très bien compris que de toute façon, ils pouvaient inventer, enfin, faire croire qu'ils faisaient du nouveau en allant piocher dans les romans et les comics. Je pense pas que ce soit pour faire du remake. Et je pense que s'ils faisaient du remake de la trilogie, je dirais mais non, baisez vos mères en fait. Non, en fait, ouais, je suis contre. Snyder arrivera-t-il un jour à réaliser un beau film? Il a plus de bons films que le MCU réuni. L'air. En plus, les films du MCU, eh ben, ils se copient tous les uns sur les autres. Du coup, eh ben, en fait, tu regardes le même film et tu interchanges les super-héros. Sauf la phase 1 et un peu la phase 2. Lynn Senless, j'ai encore mal prononcé ton pseudo, j'en suis sûr, qui dit: que penses-tu
Que penses-tu la dichotomie du bien et du mal? Eh ben déjà, je pense que le mal, c'est ta grammaire. Mais en soi, c'est une question intéressante, hein, moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas spécialement de bien ou de mal, en fait. C'est trop binaire, en fait. C'est trop manichéen et je pense qu'il ne faut pas voir la vie comme ça. Chose que fait Twitter, par exemple. C'est-à-dire que les gens sur Twitter, c'est bien ou mal. Si t'es pas d'accord avec eux sur un sujet, ça veut dire que t'es un nazi. Si t'es pas d'accord avec eux sur un sujet, mais que t'es d'accord avec tout le reste, mais t'es quand même un bâtard. Voilà. Et les gens sur Twitter, c'est soit ils sont très très gentils, soit ils sont très très méchants. Donc ouais non, en soi le bien et le mal, je pense que c'est un truc qui a été inventé vraiment pour essayer de fixer des règles en fait, mais genre les tu me tueras point, ce genre de conneries quoi. Mais en soi, le bien, le mal, c'est trop binaire en fait. Ai-je répondu à tes questions? Sinon, en tant que créateur de vidéos, quels sont tes objectifs, rêves? Je sépare objectif et rêve car l'objectif c'est en état dans la réalité et le rêve c'est imagine ce que tu veux, nos limites réelles. Alors, mes objectifs, j'ai pas vraiment d'objectif avec les vidéos. En fait, j'aimerais que les vidéos me servent un peu de... une sorte de vitrine en fait, pour montrer de quoi je suis capable. Pas nécessairement dans la forme, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi, ou alors peut-être aussi parce que eux ils prennent plus de temps que moi pour faire les vidéos, donc oui ils ont plus le temps de bidouiller. Mais moi j'ai du mal à faire ça, je suis obligé de produire constamment, j'arrive pas à rester genre plusieurs mois sur une seule vidéo, moi je serais pas capable de faire ça. Trop d'angoisse je pense. Et puis toujours cette peur en fait qu'on t'oublie quand tu publies rien. Mais après ouais les objectifs en soi j'en ai pas vraiment, c'est juste que j'aimerais qu'en fait les vidéos que je travaille vraiment, ce soit vraiment celles qui soient les plus inspirantes pour les gens. Et que celles où je fais des critiques à l'arrache sur les trucs Netflix et tout, bah voilà, ce soit des avis à l'arrache mais qu'on n'en fasse pas toute une histoire et que ça tape pas dans les 4000 vues. Alors je suis content quand ça tape les 4000 vues évidemment, mais je préfère qu'on fasse taper les 4000 vues sur mes critiques critiquables qui sont très rigolotes ou quoi, ou sur ma vidéo sur le Snyder Cut, sur mes vidéos Zack Snyder, sur mes vidéos Stallone, ma vidéo Pleasantville. Ce genre de truc vraiment où là il y a un intérêt intellectuel, où je me dis que quand tu ressors de ce genre de vidéo, ben soit t'as vraiment pris du plaisir et t'as appris quelque chose. C'est ça que je demande en fait. C'est un peu ça mon objectif. Et le rêve en tant que créateur vidéo, hein, on va pas partir sur des rêves du genre oh, bah, j'aimerais bien avoir une grande maison machin, mais ça ce serait d'en vivre en fait. Alors d'en vivre. C'est compliqué toujours de dire vivre de YouTube parce que t'es quand même assez esclave du délire. Là, on se fait banane de plus en plus, ils nous balancent des trucs comme quoi il faut que ta vidéo elle dure 60 secondes, mais couilles. Alors ce message-là, en soi, quand on l'a reçu, clairement, moi j'ai pas fait l'étonner, hein, parce que ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. Et là, de plus en plus, avec les shorts et compagnie, on sait très bien qu'ils veulent concurrencer TikTok. Donc, j'ai pas été étonné. Mais donc, vivre sur YouTube, peut-être pas. Mais vivre un peu de ce que je sais faire en termes d'analyse, en termes de contenu, de vidéo, ça oui, ce serait un rêve. Ouais, un rêve, ouais. 1h42, ça fait 1h40 que j'enregistre. Je suis mort. Je pense que cette vidéo va être tronquée en 2 épisodes. Je vois pas comment faire autrement. Donc voilà, ok, je suis en train d'enregistrer ça à la toute fin de mon enregistrement. Ça fait 1h40 que je suis dessus. Donc là, je pense que ce que vous êtes en train de regarder, c'est la première partie. Et puis on se donne rendez-vous pour la deuxième partie la semaine suivante, certainement, tu vois, pour pas trop vous faire attendre. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, même si honnêtement, c'est pas les FAQ qu'il faut partager, hein, c'est les vidéos où je bosse vraiment. Et puis rejoignez-moi sur captainwatch.com, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez être alerté de la prochaine FAQ, enfin de la deuxième partie, mettez la cloche, comme ça vous serez alerté, vous la perdrez pas. Et puis on se dit à la prochaine sur la toile, salut!